on va reprendre. Je vais d'abord commencer cette petite intervention, qui va être une intervention en deux temps. Hein. D'abord un peu de parlotte et puis après un peu de regard. Je voudrais d'abord remercier Annie Coloval de Lucens et puis Xavier Nériat du CHT de m'avoir permis de participer à cette recherche, cet embryon de recherche, parce que j'espère qu'il y aura des suites. Et bon voilà, moi je vais peut-être m'exprimer d'un point de vue un peu différent. Je pense que les observations que j'ai pu faire vont rejoindre celles celles qui ont été livrées par Marc et puis Fabienne ce matin. Et l'idée, ça va être de s'intéresser évidemment aux images et peut-être en oubliant un peu volontairement ou parfois involontairement, mais en oubliant le contexte ou en se demandant comment on fait quand on n'a pas le contexte. Donc j'ai intitulé cette petite intervention de la manière suivante: traversée iconologique du corpus. Que peut-on dire des photographies au sujet desquelles nous ne disposons nous ne disposons pas de témoignages. Donc c'est évidemment, bien évidemment, et ça a été dit ce matin et je le reprends, une hypothèse de lecture d'images auquel je vais me livrer. Donc avec cette intervention, je souhaiterais proposer une entrée dans le corpus en portant donc l'attention sur les images. Au regard du titre de cette présentation, il s'agirait d'effectuer une traversée, c'est-à-dire de réaliser un parcours qui va d'un point A à un point B, au travers du corpus d'images, et qu'une fois cette traversée effectuée, la perception de ce corpus en serait, à minima, augmentée. Augmentée certes, mais de quoi? Cette question pourrait paraître un peu accessoire, elle prend néanmoins un autre aspect, lorsqu'on s'attache à y répondre en observant un corpus d'images au faible niveau d'information. Par exemple, cette image, qui je crois n'a pas encore été montrée ce matin, moi personnellement je n'en connais pas grand-chose si je me remets au titre du fichier, c'est 1996, Saint-Sébastien, entre parenthèses 12, ou cette autre image qui a déjà été montrée, qui est assez fascinante, je trouve. Donc la photographie de ce groupe d'ouvriers, on sait, c'est maintenant, ça moi je l'ai quasiment appris ce matin, qu'il s'agissait de Patrice Alain, le photographe, et il a photographié ses collègues de l'entreprise Mingui. Néanmoins, il y a ces deux images-là, je les ai assemblées pour dire, voilà, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces deux images, quand on a peu d'informations. C'est un peu un lieu commun de l'archive photographique que de se retrouver face à une photographie muette. Non pas qu'une photographie archivée serait d'emblée condamnée au silence, les archivistes ont un savoir-faire pour éviter cela, mais parce que parfois, le contexte qui est censé informer une image photographique manque. L'image objet a été conservée, mais la transmission des informations qui permettent d'en saisir le sens n'a pas été assurée. Les images de ce corpus m'adressent leur silence. Je ne connais que peu de choses à propos du contexte de production, voire pas du tout. Face à ce silence, que faire? Faut-il les abandonner à cet état? Les images sont silencieuses et en l'état, je ne parviens pas à prendre la mesure de l'intentionnalité de celles ou de ceux qui les ont produits. Je ne connais rien du projet qui les a vus naître. Mis à part leur valeur de témoignage, il ne reste pas grand-chose pour les extraire du mutisme dont elles font preuve. Dès lors, que faire de toutes ces images, muettes? On sait qu'une image ne prend sens que dans un contexte. La longue histoire des images détournées, décontextualisées et recontextualisées dit bien cela. À l'heure de la circulation accrue des images sur les réseaux dématérialisés, où le détournement et l'appropriation des images sont devenus un genre à part entière, on sait encore mieux que le discours qui accompagne l'image en constitue un espèce de désignation du sens. Une image non documentée ne dit rien. Une image mal documentée ou redocumentée peut dire quelque chose. Mais lui adresse-t-on la bonne question? André Günther rappelle cet état de fait en produisant une analyse du film de fiction Memento de Christophe Nolan en 2000. Donc c'est un billet, je me réfère à un billet qui a été publié sur le blog d'André le 10 août 2017 à 6h42. Ça fait preuve d'un travail matinal. Donc, moi je ne sais pas à quelle heure je l'ai consulté, par contre c'est un peu, je peux m'en faire le reproche. L'image photographique est un objet clé dans cette fiction, nous dit André. Et j'ai regardé ce film, effectivement, c'est bien ça. Elle compense l'amnésie du personnage qui, pour mener à bien la quête d'un sens qui lui échappe, faute de mémoire, en vient à produire des discours parfois contradictoires à propos des images qui sont censés lui garantir la fiabilité d'une observation. André écrit « Memento exhibe des preuves vides, des traces dont le sens s'est perdu, ce qui disparaît dans l'intervalle des séquences qui construisent l'intelligibilité balbutiante du film, c'est le lien entre la photo et son contexte.
Dans ces conditions, impossible d'attribuer à une image une signification stable. Et j'ai extrait un second paragraphe, donc l'article se poursuit ainsi. Selon Howard Becker, le contexte de ce qui donne sens aux images, ou pour le dire autrement, le sens naît d'un réseau cohérent de causalité, composé par l'ensemble des facteurs qui permettent de comprendre un événement dont le nombre varie en fonction des critères d'interprétation. Le contexte est un autre nom de cette organisation signifiante. Comme l'affirme Becker, si l'œuvre ne livre pas son contexte, le spectateur lui fournira lui-même. Impossible de lire une image en dehors d'une grille de lecture contextuelle. Dépossédé du souvenir du réseau signifiant qui lui donne sens, Léonard, le personnage principal, restitue sa pertinence à l'image comme preuve en l'insérant dans un autre système causal. Et là, j'ai mis en valeur cette dernière phrase qui me semble importante. La réponse fournie par la photographie dépend de la question qu'on lui pose. Ainsi donc, si le sens n'est plus là, et qu'on cherche à en attribuer un nouveau sens à l'image, la réponse que l'image est censée formuler serait fonction de la question qui lui est adressée. Attribuons-nous donc cette méthode pour cette traversée que je propose ici. Quelle question prendre pour guide? L'appareil photographique appartient à la famille des appareils d'enregistrement. La personne qui utilise le configure pour qu'il produise une mise en registre des formes. L'opérateur lui délègue la tâche de montrer un peu plus ou un peu différemment les situations qu'il lui soumet. En s'équipant d'un appareil, l'opérateur est amené à coopérer avec lui. Les images ainsi produites peuvent être tenues pour la mise en forme d'une relation d'un composé technique, en l'occurrence l'appareil, et l'opérateur. Pour qualifier cette relation, le philosophe de l'art Pierre-Damien Huyghe avance la notion d'estime que l'opérateur porte à l'appareil. Donc cette citation que je lis intégralement. Décisive en somme est la nature de l'estime que porte l'appareil à celui qui a pour apanage l'entreprendre, c'est-à-dire l'intention, le projet. Cet appareil est-il considéré comme un moyen à employer ou à faire rendre, à sécréter au bénéfice d'une fin qui lui est par nature étrangère, ou bien est-il envisagé comme une capacité à déployer, comme un milieu ou une matrice à mettre ouvertement en œuvre? Donc Huyghe nous rappelle que l'appareil n'est pas une entité neutre, et qu'il convient de le considérer comme un milieu à mettre en œuvre, plutôt que comme un simple moyen qui sécrète des images. Cet état de fait impacte jusqu'à la manière dont les images ainsi produites je vais reprendre. Cet état de fait impacte jusqu'à la manière dont les images ainsi produites sont reçues. Cet appareil, considéré comme un milieu à activer, implique de percevoir les images qu'il produit à la mesure de ses caractéristiques, et parfois à rebours des catégories de lecture bien installées. Les éléments qui paraissent à l'image sont composés de formes résultant d'un processus technique dont l'opérateur a configuré la mise en œuvre. Les images photographiques sont muettes, nous l'avons déjà évoqué. Quel que soit le regard posé sur elles, la forme constitue, peut-être, le seul vecteur d'organisation des informations qui demeurent. Se remettre aux formes des images sans ne rien connaître des intentions qui ont pu guider les opérateurs induit que l'on s'en remet aux capacités de l'appareil à produire des réseaux de sens en images. Aussi, je vous propose quelques regroupements d'images qui seraient en mesure de répondre à la question qui guide cette traversée: quelle forme pour informer? Donc là, j'ai constitué, et c'est là que je vais arrêter de parler, des petits temps. Donc j'ai fait appel à mon ici et mon maintenant, comme on a pu l'évoquer à table, comme André a pu l'évoquer à table, je reprends, c'est-à-dire un lecteur plus ou moins informé que je suis pour essayer de regrouper des échanges à partir de l'échantillon, qui est le même que celui que les collègues ont pu utiliser. Donc j'ai proposé six temps que j'ai nommés, parce qu'il faut bien faire appel au bout d'un moment à cette histoire de langage. On nomme les choses, on les pointe du doigt, mais en tout cas on les nomme. Donc la distance, l'expression faire corps, le groupe bien évidemment, parce qu'il est évidemment très présent, la question de la marche, la question de la pose et la question du visage. Il n'y a pas de hiérarchie dans cette organisation, elle est assez intuitive. Donc à partir de maintenant, je vais arrêter de parler et je propose de regarder des échantillons.
Je vous remercie de votre attention. Et la respect.